Notre protagoniste est un orphelin chétif qui a tout perdu après le massacre de son village. Un jour, il rencontre un vieil homme qui lui donne une épée légendaire, lui disant de devenir le prochain roi, celui qui sauvera son pays et mettra tout le monde au pas. Le monde est divisé en deux royaumes, de lumière et de ténèbres. Le royaume prospère de la lumière flotte dans le ciel, tandis que la terre désolée des ténèbres souffre en dessous. Notre protagoniste est un orphelin solitaire, Johnny Sins, qui vit dans les bas-fonds des ténèbres jusqu'au jour où son village est attaqué par un monstre et qu'il doit protéger les plus jeunes. Alors qu'il les éloigne du village, un monstre 1000 pattes géant les attaque et parvient à attraper l'un des jeunes. Avec seulement 2 survivants, John les guide. Mais le jeune garçon se sacrifie pour sauver sa sœur et dit à John de bien prendre soin d'elle. Une fois en sécurité, John apprend que la jeune fille est morte empoisonnée. Il retourne au village et découvre que tout le monde est mort. Peu après, un vieux guerrier nommé Skeers arrive et le voit creuser une fosse commune pour tous les défunts. Quand John s'effondre d'épuisement, l'homme lui offre du pain et de l'eau pour qu'il survive. John se demande pourquoi le roi permet aux monstres d'attaquer les villages, mais Skeers explique que le roi est trop occupé par d'autres affaires, ce qui frustre John, car il pense que le roi devrait prioriser la sécurité de son peuple. Quand John dit vouloir changer le monde, Skeers lui jette une arme au pied et le défie en duel, mais John refuse de se battre. Skeers lui dit qu'il ne pourra jamais changer le monde sans aucune volonté de combattre. Alors John déclare qu'il deviendra le prochain roi et sauvera de nombreuses vies. Il se concentre et parvient à désarmer Skeers, ce qui rend l'homme fier. Soudain, Skeers s'effondre à genoux et avec le peu de force qui lui reste, il dit à John qu'il a combattu l'actuel roi des ténèbres, mais qu'il était déjà trop vieux pour avoir une chance. Il lui dit aussi de prendre son épée et de se rendre à la capitale où il possède un manoir. Là, il trouverait un chevalier loyal nommé Valis qui prendrait soin de lui s'il lui montrait son habileté avec l'épée. Quand John le voit mourir, son corps commence à émettre de la lumière, ce qui choque Skeers car John est censé être né des ténèbres. Sur ce, Skeers rend son dernier souffle et John jure de devenir le successeur du roi des ténèbres afin de faire de ce monde un endroit heureux. Pendant ce temps, dans le royaume de la lumière, la reine Iris affronte les monstres des ténèbres qui ont pillé ses terres. Et avec l'aide de ses compagnons, Macpheus et la servante Shima, elle parvient à les éliminer. Ensuite, Feus et Shima discutent comment Iris pourrait anéantir les ténèbres avec la rune du progénitor. Cependant, comme le monde a besoin d'un équilibre entre lumière et ténèbres pour exister, Shima pense qu'Iris hésite à se donner à fond. Au palais, Iris dit à son conseiller royal qu'elle ne sait pas combien de temps elle pourra tenir face aux ténèbres, elle a donc besoin de plus de préparation militaire et d'entraînement. La nuit, John atteint la capitale, où il est immédiatement intercepté par Valus, qui reconnaît l'épée de Cérès. Après une brève escarmouche, John explique à Valus que Cérès est mort et lui a donné son épée. Il se déclare également prince des ténèbres, alors Valus le reconnaît comme son seigneur et accepte de l'entraîner. De retour au palais, Iris est rejointe par Shama, qui croit que les gens des ténèbres sont à la recherche de la rune du progénitor. Mais Iris dit que ce sont des gens normaux comme eux, entraînés à leur perte par leur roi fou. Elle espère que celui qui deviendra le prochain roi apportera paix et prospérité au royaume des ténèbres. C'est alors qu'elle apprend que leur royaume est attaqué par un monstre nommé Baal, alors elle dit à Shima de préparer les troupes. Alors que le chaos se répand dans le royaume, les mages se rassemblent pour ralentir Baal, mais ils les éliminent sans effort en détruisant leur tour. Les forces terrestres tentent de l'attaquer avec des arcs, mais les flèches dévient sur sa peau. Quand ils tentent de les anéantir, Lord Alantia, chef des elfes, se dresse sur son chemin et utilise la magie élémentaire pour retenir Baal. Pendant ce temps, les archers informent Flias que d'autres forces des ténèbres sont apparues, alors il dit à ses hommes de monter la garde et demande à Shima de surveiller leurs arrières. D'autre part, Alantia fait de son mieux pour vaincre Baal, mais le monstre est trop fort pour lui. Il admet qu'il ne peut plus tenir et se prépare à mourir. Mais c'est alors qu'il aperçoit l'aura de la reine Hera émanant de la tour que Baal avait brisée plus tôt. Après avoir vu l'état de ses mages de la tour, elle se tourne vers Baal et lui dit qu'elle ne lui montrera aucune pitié s'il reste ici plus longtemps. Baal refuse de partir, alors elle se précipite et le frappe avec son épée. Quand cela n'a aucun effet, elle invoque le pouvoir de la rune du progénitor pour attaquer Baal, mais même cela ne suffit pas à le vaincre. Pendant ce temps, Phias rencontre 2 déserteurs de l'armée des ténèbres qui affirment n'avoir aucune intention de se battre. Phius leur dit de se mettre à genoux et les réprimande pour leur manque de fierté. Cependant, les déserteurs lui disent qu'ils ne sont pas des guerriers, mais de simples paysans forcés de rejoindre cette guerre. C'est alors que leurs corps commencent à émettre une aura sombre et qu'ils deviennent berserk. Après s'être occupé d'eux, d'autres berserks apparaissent et Phius dit à ses hommes de les attaquer. Après que Baal ait attaqué les troupes au sol, Iris se précipite pour l'arrêter. Mais quand ses coups ne lui font aucun mal, elle réalise qu'elle a besoin de plus de pouvoir de la rune du progénitor.
Cette fois, elle tente d'invoquer une portion encore plus grande de pouvoir de la rune, mais Alantia la prévient d'être prudent. Iris réalise alors que la rune est déjà épuisée et que puiser plus de pouvoir la détruira. Alantia utilise ces éléments pour protéger Iris, mais Bal voit qu'elle n'est pas de taille face à lui, alors il décide de la laisser dans l'humiliation. Une fois la bataille terminée, des médecins arrivent pour s'occuper des blessés et Iris utilise sa magie pour les soigner. Elle est bientôt rejointe par Shima, qui explique qu'ils n'ont pu arriver à temps, interceptés par des troupes des ténèbres. Pendant ce temps, dans le royaume des ténèbres, un commandant se plaint à Valis que ses forces ont été sacrifiées sans raison et qu'il ne devrait pas continuer ces batailles infructueuses. Il dit que les gens des ténèbres ne sont pas des sauvages qui envahissent les autres, mais Valus se lasse de ses jérémiades et utilise sa magie noire pour l'étrangler. C'est alors que le roi des ténèbres apparaît et Valus soulève une préoccupation valable. Ils perdent des forces et n'avancent pas avec ses escarmouches. Cependant, le roi continue de dire des absurdités sur les ténèbres régnant sur tout et dit qu'il ne s'arrêtera pas avant d'avoir abattu les insensés. Peu après, Valis retourne au manoir et dit à Jon qu'il a eu une audience avec le roi. Il admet être aussi l'un des successeurs du roi, mais sa loyauté envers Jon reste inébranlable. Jon demande à Valis de lui apprendre à se battre, affirmant qu'il ne peut pas devenir roi s'il ne peut même pas le vaincre. Valis admet que bien que l'habileté avec la lame soit importante, un roi devrait aussi être versé dans l'apprentissage. Il donne ensuite à Jon des livres et lui dit d'apprendre à gouverner un royaume, car c'est l'un des devoirs les plus importants d'un roi. Il lui conseille aussi d'apprendre à cultiver et à parler comme un vrai roi, car dans son état actuel, il affamera tout le monde et ses paroles n'auront aucun poids. Valis promet ensuite de lui apprendre à se battre demain, révélant qu'il n'est pas le seul successeur, mais aussi un mentor. Et ainsi, pendant les jours suivants, Jon continue de lire le jour et de pratiquer son maniement de l'épée la nuit, Valus toujours à ses côtés. Il rencontre même de nouvelles personnes et les aide dans leurs tâches, se forgeant une bonne réputation. Finalement, il devient assez fort pour désarmer Valus, mais il pense que c'est un coup de chance et continue de s'entraîner. Cette nuit-là, Valis reconnaît enfin sa force et lui donne la tenue de Skis qu'il portait dans sa jeunesse. Il croit que Lord Skir serait ravi s'il en faisait usage. Ailleurs, des chevaliers accompagnent Lady Groza en patrouille, mais quand elle dit être fatiguée, ils installent immédiatement le camp comme des soumis territoriaux. Elle se plaint ensuite d'être venue ici au milieu de nulle part, et se demande pourquoi le successeur du roi doit faire ses corvées. C'est alors que ces hommes remarquent des monstres se dirigeant vers eux, et son humeur s'illumine car elle va enfin pouvoir se montrer. Elle se précipite immédiatement sur les monstres et utilise la magie de la foudre pour les anéantir instantanément, rendant ses chevaliers encore plus admiratifs. Pendant qu'elle savoure les éloges, elle baisse sa garde et permet à un autre monstre de la surprendre. Juste avant qu'elle ne rencontre son créateur, quelqu'un utilise une épée pour abattre le monstre et, aux surprises, c'est Monsieur Jon Sins. Elle s'incline doucement en signe de gratitude et le remercie de lui avoir sauvé la vie, et quand Jon lui sourit, elle sent des papillons dans le ventre. Elle lui demande qui il est, et il répond qu'il espère devenir le prochain roi des ténèbres. Elle demande timidement pourquoi un successeur potentiel est ici, loin du royaume, mais il lui dit calmement que ce n'est pas si loin, et qu'il vient souvent ici s'entraîner avec Valis. Il se retourne ensuite nonchalamment et dit au revoir avant de s'éloigner, laissant Groza désirer sa saucisse. Alors qu'elle est hypnotisée par son aura, ses hommes lui rappellent pourquoi elle est là. Alors elle se ressaisit et dit à Jon qu'elle est venue le chercher. Il se dirige vers un restaurant voisin où Groza explique plus en détail qu'elle est là pour l'inviter à concourir avec les autres candidats. S'il gagne, il recevra la grande épée noire ainsi que le titre officiel de prince des ténèbres. Cependant, quand Jon regarde sa propre épée, Groza devine qu'il préfère celle qu'il possède actuellement. À leur insu, un homme nommé Adel écoute leur conversation et est intrigué par la grande épée noire. Le lendemain, Iris est dans la salle du trône, pensant toujours à toutes les vies perdues lors de la précédente attaque des deux côtés. C'est alors que Shima arrive pour lui faire savoir qu'elle part diriger la reconstruction, mais remarque qu'elle a l'air triste. Elle se remémore le temps où elles étaient candidates au trône et avaient convenu de n'avoir aucune rancune, peu importe qui montrait. Après avoir rencontré la reine de l'époque, elles ont discuté de ce que ce serait d'être à sa place, et Shima a dit en plaisantant que cela semblait plutôt ennuyeux. Iris, en revanche, pensait que ce n'était pas si mal, et que la reine s'échappait probablement la nuit pour s'amuser un peu. Shima pensait que c'était impossible bien que toutes deux aient convenu que cela semblait très amusant. Alors qu'elle sortait, Shima lui a demandé de venir dîner, disant qu'elle laiteuse l'attendait avec impatience. Cependant, Iris n'a pas compris qu'il l'aimait, alors Shima a décidé de laisser tomber le sujet. Plus tard, Iris se rendit dans la forêt pour cueillir des légumes afin de les avoir au dîner. La nuit, après avoir fini de manger, leur jeune frère Théo demanda à Iris de revenir. Mais Shima lui rappela qu'il n'avait même pas aidé à cuisiner. Alors qu'Iris était sur le point de partir, l'audace de Théo, mais Iris dit que c'était bien car Théo rendait l'endroit plus vivant.
Théo la remercia aussi d'avoir cueilli les légumes, affirmant que ceux qu'elle choisit sont toujours les plus doux. Après qu'il l'ait déposé chez elle, Iris l'arrête et lui demande s'il a des conseils à donner à une reine. Feuz admet qu'il n'a rien à dire, mais le fait qu'elle pense à l'avenir est significatif. Il a aussi admis que son seul but était de devenir la lame qui sert la reine, et sa détermination a donné à Iris la clarté nécessaire pour trouver son propre but. Le lendemain, Iris contemplait la vue du haut d'une falaise, notant comment tout changerait si elle devenait reine. C'est alors qu'elle sentit l'obscurité arriver et se précipita pour informer les chevaliers. Mais quand l'obscurité la rattrapa, elle décida de s'en occuper seule. Elle utilisa le pouvoir de la rune pour expulser les ténèbres, après quoi elle vit des aurores dans le ciel. Une voix la confronta alors, lui disant de combattre sa solitude et de maintenir l'équilibre entre la lumière et les ténèbres. À ce moment-là, Iris jura de remplir ses devoirs et de maintenir l'équilibre même si le monde entier se retournait contre elle, et elle a tenu ce vœu jusqu'à ce jour. Pendant ce temps, Jon est sur le point de partir pour la compétition, mais Valis reste pour s'occuper du roi. Il encourage Jon à donner le meilleur de lui-même car il participera sur la recommandation de la famille Skirs. Peu après, Jon arrive à l'arène de combat où Groza accueille tous les concurrents et leur montre la grande épée noire décernée aux vainqueurs de la compétition. Elle révèle ensuite qu'ils doivent tous combattre plusieurs monstres, et les deux derniers se battront en duel pour le prix. Sur ce, la compétition commence, et tandis que tous les autres se précipitent pour vaincre les monstres, Adel remarque que Jon reste là, sans rien faire. Quand un monstre l'approche, il se souvient des jeunes morts dans son village, et tranche le monstre d'un seul coup rapide. Alors que chaque concurrent montre ses compétences uniques, l'un d'eux, une mage, est acculé par une bête. Pendant que les autres regardent, Jon se précipite rapidement pour l'aider et vainc la bête avec aisance. Tout le monde commence à le critiquer pour l'avoir sauvé car c'est une compétition et certains sont censés mourir. C'est alors qu'un grand monstre apparaît et élimine plusieurs concurrents jusqu'à ce que Jon intervienne et le vainque. Avec seulement Jon et Adel debout, l'un des concurrents tente de les assassiner, mais Adel l'élimine rapidement. Groza demande alors un temps mort avant le duel final et en coulisses, Adel lui demande pourquoi il a aidé les autres. Jon dit qu'il voulait sauver des vies, mais Adel pense qu'il ne devrait pas se soucier des autres s'il veut devenir le roi des ténèbres. Il se souvient avoir grandi dans la rue sans personne pour l'aider. Alors il pense que chacun doit vivre pour soi-même. Cependant, Jon veut éviter de prendre des vies sur son chemin vers le trône, ce qui les met tous deux en désaccord. Plus tard, ils se retrouvent dans l'arène pour leur duel final, et bien qu'ils semblent être de force égale, Jon est calme contrairement à Adel. Peu après, il trouve une ouverture et désarme Adel. Et quand il lui tient une épée à la gorge, Adel lui demande d'en finir. Cependant, Jon dit qu'il a juré de sauver ce monde et de rendre tout le monde heureux. Alors, il ne lui ôtera pas la vie. Adel reprend son épée et tente de le combattre. Mais il se retrouve exactement au même point. Alors il jette l'éponge et déclare Jon le prochain roi. Sur ce, Jon devient officiellement le prince des ténèbres et la grande épée noire lui est accordée comme preuve. Sur le chemin du retour, il voit Valis l'attendre dans le couloir et Valis est fier de voir l'épée sur son dos. Il sort ensuite une lettre et lui dit que les deux meilleurs prétendants doivent la remettre à la reine dans le royaume de la lumière. En entendant cela, Jon lève les yeux au ciel, se demandant quel genre de personne est la reine et à quoi ressemble le royaume de la lumière. Le lendemain, Jon prend un dirigeable avec Groza et Adel. Après des heures de voyage dans le ciel, ils atteignent enfin une grande île flottante, le royaume de la lumière. Groza rappelle à Jon que même s'ils seraient en sécurité en tant qu'envoyés, leurs nations sont toujours en guerre. Alors tu devrais être prudent. Adel lui demande s'il peut faire le travail puisqu'il n'est pas doué avec les mots, mais Jon soutient qu'il doit juste livrer une lettre. Adel essaie de saper sa confiance en lui disant que s'il se trompe, il sera le premier à être éjecté. Il propose qu'il le laisse jouer le rôle d'envoyé pour le spectacle pendant que Jon prétend être son garde du corps. Quand Groza lui demande pourquoi il va si loin, il dit que Jon sera notre prochain roi, donc il ne devrait pas prendre de risques. Peu après, l'escouade atterrit au quai et le commandant Fias apparaît, sortant son épée et demandant qui les a envoyés. Jon sort aussi son épée. Mais Adel l'arrête et dit à Fias que ce jeune homme est son garde du corps et qu'il devrait excuser son manque de manières. Il dit ensuite à Fias qu'il est l'envoyé et demande à Jon de leur remettre la lettre du roi. Il demande ensuite calmement à Fias de baisser son arme. Mais quand Fius refuse, Adel lui dit qu'il n'est pas l'ennemi mais plutôt un humble messager. De plus, il sait que Fius n'a aucune autorité pour les renvoyer. Mais Fius dit qu'il peut les abattre ici même et que personne ne remettrait en question sa loyauté. Adel dit que leur garde est complètement inutile. Mais Teuz lui rappelle que son camp continue de les attaquer. Adel admet que leur chef a une vis de moins, pourtant personne ne peut le défier. Il dit aussi que sans rune en bas, leur roi décide de leur destin et tout le monde suit son commandement.
Quand il dit vouloir restaurer la paix, Fius se souvient comment les chevaliers des ténèbres lui avaient d'abord dit qu'ils n'étaient que de simples paysans qui n'avaient rien à voir avec la guerre. Il dit à Adel de faire des efforts pour la paix dans son propre royaume, mais Adel dit qu'il sera exécuté pour trahison s'il fait cela. Il dit aussi qu'ils ont désespérément besoin d'un nouveau roi, et que ce sera mieux pour tout le monde si ce nouveau roi s'entend bien avec le royaume de la lumière. En entendant cela, Fias baisse son épée, admettant qu'Adel est inhabituellement raisonnable pour un membre des ténèbres. Il emmène ensuite leur lettre à la salle des épines, et après l'avoir lue, Iris ordonne que l'envoyé soit amené ici. Peu après, John est emmené en ville avec des gardes et voir les gens vaquer à leur vie quotidienne le rend heureux. C'est alors qu'un jeune garçon les aperçoit et les appelle démons, et Adel commente qu'il y a un préjugé parmi les gens de la lumière. Fias entend cela et dit à Adel d'arrêter de marmonner car c'est mal poli. Il leur demande ensuite quand ils comptent partir et Adel dit qu'ils partiront aujourd'hui si la négociation se passe bien, mais qu'il faudra quelques jours pour tout couvrir. Ensuite, Tus les emmène à la salle du trône et leur dit d'attendre près de la porte. C'est alors qu'Iris fait une apparition élégante, et Jean commence immédiatement à voir des arcs-en-ciel. Adel s'incline ensuite devant la reine et se présente, s'excusant d'être venu à la place de leur roi. Iris s'assit, leur disant qu'elle a lu la lettre et que la relation entre les deux royaumes est loin d'être amicale. En fait, les événements récents ont aggravé les choses, c'est pourquoi elle ne comprend pas cette proposition soudaine de paix. Adel admet que la paix est un rêve lointain. Mais pour l'instant, il veut se concentrer sur la défaite de Baal, apparue dans les deux royaumes pour semer le chaos. Iris demande ce qui empêche le roi actuel de les attaquer à nouveau une fois Baal vaincu, et John dit qu'il ne sera pas roi longtemps. Adel ajoute que le roi actuel va bientôt prendre sa retraite, alors ils veulent un équilibre entre lumière et ténèbres. Le conseiller royal demande à Adel s'il parle au nom du roi, et quand il répond oui, le vieil homme dit qu'il a du mal à le croire. Adel demande ensuite à Iris quelle serait sa décision, et elle dit qu'elle leur donnera sa réponse sous un jour. De retour au vaisseau, Groza voit ses gardes s'amuser et les réprimande avant de partir voir Valis. Alors qu'il approche du château du roi des ténèbres, elle lève les yeux au ciel et prie pour la sécurité de John. Ce soir-là, Fius conduit Adel et John à leur chambre d'amis, mais il ne les accueille toujours pas chaleureusement. John lui demande calmement quel genre de personne est la reine Iris, mais Fias s'énerve et lui dit de surveiller sa langue. Adel s'excuse en son nom, disant qu'ils sont tous inquiets pour Baal, alors ils devraient excuser leur urgence. Teus leur dit ensuite qu'ils ne devraient pas se soucier du caractère de la reine et dit qu'il les surveillera avant de partir. Cette nuit-là, Adel demande à John pourquoi il agit comme un puceau en manque depuis le matin, car il devient de plus en plus compliqué de rattraper ses bêtises. Il ajoute aussi que les gens de la lumière sont tellement aveuglés qu'ils les voient comme le mal absolu, quoi qu'il arrive, et que leur reine tente de faire pencher cette guerre en sa faveur. À son avantage, John saute rapidement à sa défense, avec l'ardeur d'un abonné OnlyFans, affirmant avec force qu'Iris n'est absolument pas comme les autres. Adel lui répond qu'ils ne le sauront qu'après qu'Iris aura pris sa décision finale, et lui conseille donc d'aller se reposer un peu. La nuit venue, Iris réfléchit profondément à son règne, jurant solennellement qu'elle accomplira son devoir en tant que reine de la lumière. Le lendemain, les garçons obtiennent une nouvelle audience avec Iris, qui leur annonce qu'elle a une question importante avant de prendre sa décision finale. Elle se tourne ensuite vers John, le prenant pour un simple garde du corps, et lui demande ce que ressentent réellement les gens des ténèbres. Son conseiller royal lui suggère alors de ne pas poser une question d'une telle importance à un simple roturier, un homme du peuple, mais Teus leur dit de parler à sa main, les ignorants. John se lève alors et explique à Iris que son peuple entier meurt chaque fois que Baal apparaît et que cette alliance, cette union, sauvera de très nombreuses vies. Satisfaite de sa réponse, Iris prend un instant de réflexion avant d'accepter l'alliance, ce qui signifie que les deux royaumes travailleront désormais main dans la main pour terrasser Baal. Peu de temps après, Shima retourne dans la salle du trône afin de remettre son rapport à Iris, mais elle y trouve Fias, seul. Après l'avoir interrogé sur l'avancement de la reconstruction, il lui montre la lettre que John a apportée directement du roi des ténèbres. Shima prend connaissance de l'accord de cessez-le-feu et apprend également que les deux émissaires resteront otages jusqu'à ce que tout soit terminé. Cela explique parfaitement pourquoi Iris n'est pas présente dans la salle du trône. Mais Teus admet que les garçons ne semblent pas du tout avoir de mauvaises intentions, bien au contraire. Shima est très intéressée à les rencontrer, mais elle est bien trop fatiguée pour l'instant et demande à Thias de les lui présenter un peu plus tard. Pendant ce temps, alors qu'Iris arrive seule dans le royaume des ténèbres, Baal apparaît également de manière inattendue dans la capitale. Vali et Groza ont rassemblé toutes leurs troupes pour le combattre et Vali prononce un discours galvanisant digne du commandant Erwin à ses hommes, les encourageant à défendre leurs terres et leur foyer contre la destruction de Baal. Valis s'envole ensuite et affronte le démon de front, mais Baal dévie son attaque avec une facilité déconcertante. Valis envoie ensuite ses troupes des ténèbres attaquer Baal, mais ce dernier les écrase toutes comme de vulgaires mouches, à sa grande surprise et consternation. Les troupes restantes attirent alors Baal près du château, là où Groza est postée, prête, avec ses arbalètes. Elle ordonne à ses hommes de faire feu, mais toutes les flèches ricochent simplement sur sa peau, sans le moindre effet. Groza le frappe ensuite avec un éclair puissant, digne de celui de Pikachu, mais quand il absorbe l'attaque avec une facilité déconcertante, elle commence à montrer de clairs signes de panique. Baal fonce à travers une pluie de flèches et de lances et commence à détruire la tour. Quand davantage de troupes arrivent pour l'attaquer, il se déchaîne enfin complètement et commence à les anéantir sans pitié.
Quelque part au milieu de ce chaos, Baal se retrouve soudainement retenu par des dizaines de mages, ce qui permet à Groza de l'attaquer de front, directement. Même Vali se joint à la mêlée et le frappe avec sa plus puissante attaque. Et même s'il croit l'avoir abattu définitivement, Baal apparaît indemne, sortant de la fumée. Il commence alors à marcher vers eux, ressemblant étrangement à un titan cuirassé, mais avec un budget très limité. Mais Vali se prend pour le capitaine Lévi et commence à le découper en fines tranches. Cependant, Baal libère une gigantesque vague magique qui gèle instantanément Valis et Groza sur place, les laissant tous deux complètement exposés et terriblement vulnérables. Il commence alors à charger une attaque dévastatrice pour les anéantir, mais un nuage sombre apparaît soudainement et les emporte tous les deux, les sauvant in extremis. Juste après cela, le roi des ténèbres apparaît et le traite d'égoïste, lui reprochant de vouloir ruiner l'équilibre fragile de ce monde. Baal rétorque qu'être égoïste est bien mieux que d'essayer de jouer à Dieu, mais il n'apprécie toujours pas du tout que le roi lui donne ce surnom. Le roi le prévient alors qu'il lui fera subir des choses absolument indicibles s'il continue à agir comme un gamin capricieux. Juste avant de couvrir Baal d'un épais nuage sombre, Baal semble imperturbable et commence à tirer des lasers dans toutes les directions. Mais le roi prend enfin l'offensive et commence à lui botter le derrière, à le tabasser sans relâche. Cependant, Baal devient encore plus excité et décide finalement de prendre les choses un peu plus au sérieux, de se battre vraiment. Il commence à lancer des bombes spirituelles dans toutes les directions, et après un échange acharné et intense, ils se tiennent tous deux à égalité, sans avantage. C'est alors que des chaînes commencent à apparaître sur Baal, et il regarde derrière lui pour voir Iris, la reine de la lumière, utilisant le pouvoir ancestral de la rune pour venir en aide au roi des ténèbres. Groza et Valis observent la scène, sous le choc, réalisant que Jon et Adel ont réussi à la convaincre, à la rallier à leur cause. Baal étant désormais incapable de s'échapper, Iris charge une puissante attaque, tandis que le roi utilise ses propres pouvoirs obscurs pour l'affaiblir encore davantage, le rendant plus vulnérable. En désespoir de cause, Baal commence à proférer des malédictions traitant le roi de lâche pour s'être allié à la reine de la lumière, une trahison selon lui. Le roi reste imperturbable et enferme Baal à l'intérieur d'un seau magique, où il est destiné à souffrir pour l'éternité, sans fin. Une fois que le ciel s'éclaircit, le roi et la reine se regardent intensément avant qu'Iris ne retourne dans les cieux. Pendant ce temps, Shima rencontre les émissaires et Adel commence immédiatement à imaginer la claquer dans des positions qui ne figurent même pas dans le Kama Sutra, des positions inédites. Ignorant complètement ses flatteries, elle lui demande si les gens des ténèbres sont réellement contre cette guerre, et Adel le confirme sans hésitation. Il ajoute également que quiconque défie l'ordre du roi sera exécuté sans pitié. Ainsi, les gens se battent dans cette guerre uniquement pour protéger leur propre vie, leur existence même. À ce moment précis, Jon regarde par la fenêtre et aperçoit la reine Iris qui revient. Alors il se met immédiatement à courir dehors, à toute vitesse. Iris est complètement épuisée d'avoir utilisé la rune et s'effondre au moment où elle atterrit, mais Jon la rattrape rapidement, juste avant qu'elle ne touche le sol. Il la porte alors délicatement dans ses bras et la dépose doucement sur le côté, lui demandant avec inquiétude si elle va bien. Iris sourit alors doucement et lui dit qu'elle a pleinement rempli les termes de leur alliance. Phias et les autres arrivent peu après et s'occupent immédiatement de leur reine, avec dévouement. Phias s'inquiète énormément de la voir dans un tel état, et Shima réalise rapidement qu'elle a dû utiliser beaucoup trop de pouvoir, bien au-delà de ses limites. Elle dit aux garçons de retourner dans leurs chambres respectives pendant qu'elle ramène Iris au palais, pour qu'elle puisse se reposer. Alors qu'Iris a l'aide de douleur, Phias s'inquiète profondément pour son bien-être, et Shima lui explique qu'Iris a dû s'utiliser elle-même comme médium pour canaliser et utiliser le pouvoir de la rune, ce qui a exercé une tension extraordinaire et immense sur son corps tout entier. Pendant qu'elle tente de soigner Iris et de la rétablir, elle dit à Phias d'informer l'émissaire que la reine a pleinement rempli son devoir. Cette nuit-là, Adel rejoint Jon dans la chambre d'amis et lui propose de prendre un verre, mais Jon refuse catégoriquement. Adel dit alors qu'il a développé un béguin pour Shima et qu'il veut absolument la claquer, tout comme Jon veut claquer la reine. Jon lui rappelle alors l'état de santé préoccupant d'Iris. C'est alors que Teus apparaît à la porte et Jon lui demande des nouvelles de la santé d'Iris d'un ton visiblement anxieux. Teus s'offense et lui dit de garder ses yeux loin de sa reine avant de lui annoncer qu'Iris se rétablira très bientôt. Pendant que son esprit divague, repensant à la façon dont Jon avait tenu Iris dans ses bras, Adel lui demande si la reine a réussi à vaincre Baal, à le terrasser. Teus répond par l'affirmative et confirme que les termes de l'alliance sont bel et bien remplis. Adel estime donc qu'il est temps pour eux de rentrer chez eux puisque leur mission est désormais terminée. Il suggère alors qu'ils aillent dire au revoir à la reine avant de redescendre. Pendant ce temps, Iris halète toujours de douleur, et Shima lui conseille de ne pas prendre tout le fardeau sur ses seules épaules, de ne pas tout porter. En bas, Groza rentre chez elle quand elle tombe sur Valis, qui la félicite chaleureusement d'avoir si bien géré un combat aussi difficile et éprouvant. Il dit que c'est une excellente chose pour tout le monde que Baal reste scellé et enfermé, et Groza lui demande ce dont il a besoin d'elle à présent. Valis sort alors une autre lettre et demande à Groza de la livrer personnellement à la reine de la lumière. Elle prend la lettre et se dirige immédiatement vers le dirigeable, se plaignant de ne même pas avoir pu se reposer, mais son humeur s'améliore instantanément quand elle pense à rencontrer Jaune. Plus tard, dans le royaume de la lumière, Adel remercie chaleureusement la reine pour son aide précieuse, mais elle répond qu'elle n'a fait que le strict minimum et se sent triste que les gens des ténèbres aient subi de si lourdes pertes. Adel lui assure que leur terre abrite à la fois des humains et des monstres, donc ils s'en sortiront parfaitement bien, sans problème. Iris sait pertinemment que tous ces monstres ne servent pas le roi, alors elle prie sincèrement pour qu'ils renaissent un jour en âme pure. Adel admet que la reine les a traités avec une grande gentillesse et que ce fut un immense honneur de la rencontrer, une expérience mémorable. Il promet également qu'une fois rentré sur ses terres, il demandera personnellement à leur roi de cesser définitivement ses assauts sur le royaume de la lumière. Teus est choqué, car cela signifie qu'Adel risque sa propre vie, mais Adel lui dit de ne pas s'inquiéter du tout et lui révèle même qu'il est la raison principale derrière cette décision. Il explique alors que beaucoup de ces gens de son peuple désirent ardemment la paix, donc si son sacrifice personnel peut aider les deux royaumes, il le ferait sans la moindre hésitation.
Phias lui rappelle une fois de plus que c'est une condamnation à mort certaine, mais Adèle est confiant que le roi comprendra sa démarche. À ce moment précis, un chevalier entre dans la cour et révèle qu'un autre messager des ténèbres est arrivé. Alors Iris lui demande de les faire entrer immédiatement. Peu après, Groza apparaît dans la salle du trône et se présente humblement à la reine. Avec respect, elle sort alors la lettre et la remet solennellement à la reine, provoquant une tension palpable et grandissante dans toute la pièce. Après l'avoir lue attentivement, Iris pousse un soupir de soulagement et annonce à tout le monde que le roi des ténèbres souhaite une prolongation du traité de paix, et ce, jusqu'à ce que tous les dégâts causés par Baal soient entièrement réparés. Tout le monde est ravi d'entendre cette nouvelle, surtout Teus, car cela signifie qu'Adèle n'aura pas à risquer sa vie pour la paix, du moins pour l'instant, ce qui est un grand soulagement. Iris accepte la proposition du roi et dit à son conseiller d'informer le roi des ténèbres immédiatement, sans tarder. Cela signifie également que les émissaires resteront plus longtemps que prévu, alors Shima demande de préparer une chambre confortable pour eux. En attendant, Iris propose de leur faire visiter le royaume, et Groza accepte humblement, avec gratitude. Shima s'inquiète qu'Iris ne soit pas encore complètement rétablie de ses efforts, mais Iris l'assure qu'elle va parfaitement bien, qu'elle est en pleine forme. Iris les emmène alors en promenade, et ils trouvent le jeune frère de Shima, Théo, tranquillement dans le parc. Théo est d'abord très excité de les voir. Mais quand il apprend que les invités viennent du royaume des ténèbres, il prend peur et se cache derrière Shima. Cependant, quand il voit que Groza a une poitrine si généreuse, il dit immédiatement que être tous les gens des ténèbres ne sont pas si mauvais que ça. Il lui demande alors ce qu'il fait ici et il leur montre quelques oiseaux blessés qu'il avait soigneusement traités. Il utilise ensuite ses pouvoirs magiques et canalise la force vitale d'un arbre géant pour les guérir. Phias est choqué de le voir accomplir une magie si puissante, et Théo dit qu'il l'a apprise de Shima, qui admet que Théo est si talentueux qu'il pourrait la surpasser un jour. C'est certain. Phias est choqué, car il pensait que Théo allait rejoindre les chevaliers, mais Théo répond qu'il devrait rétrograder Phias s'il rejoignait les chevaliers, ce qui fait rire tout le monde aux éclats. Une fois les oiseaux guéris, ils s'envolent joyeusement dans le ciel, libres, et Groza mentionne à quel point les oiseaux ici sont mignons, contrairement à ceux d'en bas, qui sont bien moins charmants. Cependant, quand Iris dit à John qu'elle aimerait voir des oiseaux sombres aussi, Groza commence à ressentir de la jalousie. Teus leur dit en plaisantant qu'ils ont l'air effrayants aussi à cause de leur tresse noire, mais Adèle précise que c'est tout à fait normal dans leur royaume. Il mentionne également que tout le monde, là, haut, porte du blanc, et John est complètement hypnotisé par la beauté d'Iris, ce qui rend Groza jalouse une fois de plus. Elle dit qu'elle adore la robe blanche et veut l'essayer, alors il suggère d'échanger leur tenue pour la journée, juste pour s'amuser. Les filles font d'abord échanger leur tenue à Adèle et Phias, mais comme John n'a pas participé, Groza décide d'échanger aussi, dans l'espoir d'attirer son attention. Elle les observe alors toutes les deux et constate qu'Iris aurait l'air mal dans sa robe, car elle est plus petite, alors elle choisit d'échanger avec elle. Finalement, Iris est hésitante à ce sujet, mais Groza laisse soudainement tomber toute sa retenue, et Shima exhorte Iris à l'essayer, à se lancer. Après qu'Iris ait enfilé sa robe qui est un peu trop grande pour elle, Groza lui dit qu'elle est absolument magnifique, splendide. Après cela, Groza échange avec Shima, et elle se dirige dehors pour se montrer aux garçons. Le sang d'Adèle commence à quitter son cerveau, il perd la tête dès qu'il aperçoit Shima. Alors, quand il demande à John laquelle il claquerait, il répond qu'elles sont toutes absolument incendiaires, toutes magnifiques. Plus tard, Teus joue aux échecs avec Groza et ne cesse de perdre encore et encore. Mais quand il demande une revanche, Shima lui rappelle qu'il est déjà tard et que les émissaires devraient être conduits dans leurs chambres respectives. Cependant, Iris leur dit qu'ils peuvent rester s'ils le souhaitent, admettant qu'elle ne socialise pas souvent et qu'elle s'amuse beaucoup avec eux, en leur compagnie. Théo lui dit qu'elle peut venir chez eux quand elle le souhaite, à n'importe quel moment, mais Shima le corrige en lui rappelant que la reine a un devoir sacré envers le royaume. Ils acceptent de passer plus de temps ensemble, mais comme Iris commence à avoir faim, Shima propose qu'ils dînent tous ensemble, sans plus attendre. Elle se dirige alors vers la cuisine et prépare un repas copieux pour tout le monde, et ça sent absolument délicieusement bon. Cependant, les émissaires admettent que la soupe est un peu fade en saveur, alors Groza sort des assaisonnements de chez elle pour la rendre plus piquante, plus relevée. John remarque que même la nourriture est différente dans les deux royaumes, mais Iris dit qu'elle aimerait beaucoup se familiariser avec leur culture, car elle souhaite ardemment que les deux peuples coexistent. Cela lui donne l'idée de mélanger les deux assaisonnements ensemble, et tout le monde suit son exemple à l'unisson, afin que le mélange des deux cultures rende le plat encore plus savoureux et unique. Ils finissent par tout manger, mais Teus dit que les légumes sauvages cueillis par la reine Iris ne sont même pas plus savoureux que la soupe, c'est dire. John se souvient alors comment les légumes du royaume des ténèbres sont amers et pourris, en raison du manque cruel de lumière du soleil. Alors Iris suggère avec enthousiasme qu'ils aillent en cueillir ensemble dès demain. La nuit, pendant que les autres dorment profondément, Groza rencontre John dans le couloir et lui confie qu'il n'arrive pas à dormir. Il dit qu'il pensait à Iris, qui est juste une personne normale, comme n'importe qui d'autre, et Groza lui répond qu'il est pareil. Lui aussi. Ses yeux s'illuminent, et elle lui promet solennellement qu'elle sera toujours à ses côtés, quoi qu'il arrive, même quand il prendra la couronne. Mais il ne parvient pas à comprendre ses sentiments profonds. Pendant ce temps, Iris est dans son lit, un doux sourire sur le visage, car elle a passé un moment absolument incroyable avec eux, une soirée mémorable. Le lendemain, Iris mène tout le monde avec un enthousiasme débordant vers la forêt. Et même si elle n'est pas encore complètement rétablie, elle continue d'avancer déterminée. Alors qu'ils font une courte pause, Adèle demande à Phias pourquoi il a apporté son épée, et Phias répond mystérieusement qu'il pourrait y avoir des ténèbres qui les attendent, tapis dans l'ombre. Voyant à quel point il est toujours si vigilant, Adèle plaisante en disant que personne ne le prendra jamais au dépourvu, c'est certain. Alors qu'ils continuent leur chemin, ils tombent bientôt sur un arbre géant, et Iris explique que c'est là qu'elle vient toujours cueillir des légumes verts, car ils poussent ici en abondance et sont très épais.
Juste avant de commencer, Adèle dit que ça pourrait devenir ennuyeux, alors ils devraient se séparer en paires et concourir pour voir qui peut faire le plus de travail, qui est le plus efficace. Fias commence immédiatement à imaginer ce que ce serait de faire équipe avec Iris, et Groza voit aussi cela comme une excellente opportunité de se rapprocher de John. Ils ont tous deux accepté l'idée avec un enthousiasme débordant. Mais quand Adèle dit que chaque paire devrait avoir des membres du royaume opposé, leur plan de drague tombe complètement à l'eau, ruiné. Iris intervient alors et leur demande d'être très prudents en cueillant les légumes verts, car certains sont toxiques, tandis que d'autres doivent être cueillis avec une extrême délicatesse. Elle leur démontre alors comment en cueillir un pour tout le monde, leur demandant de faire attention à la taille, sinon ils deviendront amers. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Elle donne ensuite une véritable conférence, digne d'un TED Talk, sur tous les légumes verts qu'elle a cueillis dans sa vie, et tout le monde est émerveillé en voyant son enthousiasme débordant. Elle est déjà une véritable experte, Shima suggère de la laisser être une équipe solo, à la grande frustration de Fias, qui est déçu. Alors qu'ils forment les paires, Groza se retrouve avec Fias, et elle est clairement triste et déçue à ce sujet. Mais Adèle, lui, se retrouve exactement là où il voulait être, comblé. Il commence alors à agir de manière amicale avec elle, et quand elle s'y oppose, il dit qu'il ne fait que construire des relations internationales, l'encourageant à accepter le jeu. Sur ce, leur expédition commence, et ils tombent bientôt sur des légumes verts que Shima prétend avoir trop fleuri, les rendant moins bons. Adèle s'en fiche complètement et essaie de les cueillir, mais elle repousse sa main et suggère qu'il demande d'abord l'avis d'Iris. Adèle l'appelle en plaisantant Ernest, pensant que c'est parce qu'ils viennent de royaumes différents, mais elle répond qu'ils ont simplement des personnalités différentes, c'est tout. Elle s'excuse d'avoir été si stricte plus tôt et cueille un des légumes verts, disant que ça ne devrait pas avoir tant d'importance que ça, de toute façon. Pendant ce temps, Théo et John tombent sur un type de légumes verts complètement différent, qui ressemble étrangement à des pattes d'oiseaux, et comme ils ne savent absolument pas comment les cueillir, ils demandent de l'aide à Iris. Iris les regarde et dit que ce sont des pieds d'oiseaux, ce qui rend Théo très heureux car il avait fait la bonne supposition. Il demande si ceux-ci sont comestibles, et elle répond par l'affirmative oui. Elle mentionne également que ceux-ci peuvent être séchés à l'ombre pour en faire un remède naturel très efficace contre le rhume, et John note qu'elle est très bien versée en matière d'herbes. Elle démontre alors comment cueillir ces herbes et Théo passe avec enthousiasme à les cueillir, plein d'entrain. Iris demande alors à John s'il est d'accord pour qu'elle l'accompagne et il répond oui avec joie, très heureux. Alors qu'ils cueillent ensemble, leurs mains se touchent accidentellement, et ils commencent tous les deux à se frôler, inconscients que Fias et Groza les regardent secrètement et sont en train de perdre complètement la tête. Groza demande à Fias pourquoi il tient son épée, et il répond que c'est pour protéger la reine des monstres, alors qu'en réalité, il veut surtout protéger sa virginité. Groza lui dit de se détendre car ils sont passés à autre chose depuis longtemps, et il se calme enfin, un peu. Il note alors que les gens des ténèbres se font confiance de manière très similaire à la façon dont il fait confiance à son propre peuple, c'est frappant. Mais Groza ne fait confiance à personne des ténèbres, à l'exception de John, car lui seul est le seul digne de devenir un roi, un véritable souverain. Elle se souvient comment John a refusé de tuer qui que ce soit pendant la compétition et a même épargné son dernier adversaire car il voulait changer le monde, le rendre meilleur. Quand elle dit que cela a fait fondre son cœur, Fias suppose qu'elle parle d'Adèle, alors qu'en réalité, elle parle bien de John et de lui seul. Après la fin de leur session de cueillette, Iris inspecte attentivement les légumes que John a cueillis pendant qu'il la regarde avec un doux sourire. Voir cela irrite profondément Fias et Groza, mais ils parviennent à se retenir. Elle se dirige ensuite vers Adèle et Shima, et même si leurs légumes verts sont un peu trop grands, elle dit que ça ira à leur grand soulagement. Finalement, elle constate que Fias et Groza n'ont cueilli qu'un seul et unique légume vert, car ils étaient tous les deux bien trop occupés à la traquer, à l'observer. Puisqu'ils sont hors compétition, la victoire se joue entre l'équipe de John et l'équipe d'Adèle. Et à la fin, John finit par gagner, ce qui rend Théo vraiment très heureux. Malgré la défaite, Shima dit à Adèle qu'ils ont fait un très bon travail, qu'ils se sont bien débrouillés, mais il n'est pas du tout satisfait du résultat. Avec tous les légumes verts cueillis, Iris suggère qu'il prépare un bon repas. Et voir tout le monde s'entendre si bien met un grand sourire sur le visage de John. Ils prennent tous un moment pour apprécier l'amitié qui s'est construite avant que Shima ne le sorte de sa rêverie et demande aux garçons d'aller trouver du bois sec pour le feu. Pendant ce temps, les garçons partent chercher de l'eau fraîche et pure. En ramassant des bâtons, John remarque qu'ils sont chauds, et Fias explique que c'est parce qu'ils sont exposés directement à la lumière du soleil. Pendant ce temps, Iris dit à Groza que l'amertume des herbes disparaît complètement une fois qu'elles sont trempées dans l'eau, c'est une astuce, alors que dans le royaume des ténèbres, ils doivent les laisser dehors toute la nuit pour le même effet. Iris leur demande alors de préparer le feu de camp pendant qu'elle reste en arrière pour tremper le reste des herbes. Alors que les garçons ramassent du bois de chauffage, ils remarquent soudainement que Théo est introuvable, ce qui les plonge dans une panique totale. Ils partent rapidement dans des directions opposées pour le chercher, mais il est absolument introuvable, disparu. Pendant sa recherche, John tombe sur Iris près de la source, mais quand il court vers elle, il trébuche sur une pierre et tombe directement sur elle par accident. Ils tombent tous les deux dans la source en contrebas et après en être sortis, il lui demande si elle a vu Théo. Iris dit qu'elle l'a vu repartir avec Shima et Groza et cela le soulage énormément. Il réalise alors que la poitrine d'Iris est exposée, alors il se retourne rapidement et s'excuse d'avoir regardé, gêné. Iris sort de l'eau et apprécie sincèrement son inquiétude pour Théo, même s'ils ne sont pas liés par le sang. Après cela, ils retournent au camp où tout le monde les attend, et Fias et Groza deviennent tous deux extrêmement jaloux en les voyant ensemble, si proches. Sur ce, ils travaillent tous ensemble pour préparer un repas de légumes verts et faire un pique-nique convivial sous l'arbre géant.
Iris voit John le dévorer à grande gorgée et lui demande comment ça goûte, et il répond que c'est absolument délicieux, ce qui la rend très heureuse. Groza est agacée par cette situation, mais quand elle goûte la nourriture, toute sa colère disparaît instantanément, comme par magie. Elle mentionne qu'il faut juste un petit peu plus de sel, alors Shima en sort de sa poche, leur permettant à tous de profiter pleinement de ce délicieux repas. Teus dit qu'ils devraient commencer à commercer entre eux dès maintenant, et quand Adèle lui demande de le noter, John leur dit rapidement de laisser le roi et la reine prendre cette décision importante. Iris dit alors qu'elle souhaite que les deux royaumes deviennent amis, afin qu'ils puissent se rendre visite mutuellement quand ils le désirent, à tout moment. Ces paroles résonnent en chacun et John réalise qu'il est un pas de plus vers la création d'un monde de paix. Le lendemain, alors qu'Adèle et John s'apprêtent à quitter les lieux, Teus les rejoint avec son escouade de chevaliers et ils restituent humblement leurs armes. Teus demande aussi à Adèle d'être prudente là-bas et Adèle lui répond que tout finira par s'arranger. Après s'être équipé, le duo se dirige vers la reine pour lui faire ses adieux. Pendant ce temps, Groza attend au vaisseau, notant qu'Iris leur a offert de généreux cadeaux de départ, un geste de bonne volonté. Peu après, les jeunes hommes arrivent dans la salle des épines et Iris et John échangent un regard avant qu'ils ne s'inclinent par courtoisie. Elle demande ensuite à son conseiller de remettre une lettre à Adèle, révélant qu'il s'agit d'un accord commercial qu'ils sont chargés de livrer à leur roi. Adèle accepte cette responsabilité et la remercie pour ce geste. Iris déclare que les peuples des deux royaumes aspirent à la paix et à l'équilibre, ce qui signifie qu'ils partagent déjà un objectif commun. Elle pense qu'en ouvrant les échanges entre les deux mondes, elle pourra faire le premier grand pas vers une paix mondiale durable. Adèle se met soudain à parler de manière énigmatique, affirmant que l'équilibre ne régit le monde que pour ceux qui possèdent la force d'appliquer les lois. Il ajoute que les faibles sont toujours désavantagés et que les gens de la lumière voudraient absolument éviter la guerre, car ils bénéficient de la lumière du soleil et du pouvoir de la rune. En revanche, la vie en bas est terne et difficile, ce qui pousse chacun à se demander pourquoi il doit vivre dans l'ombre du royaume céleste. Iris soutient que c'est pour maintenir l'équilibre entre la lumière et l'obscurité, mais Adèle esquisse un sourire et dit que c'est précisément pour cela qu'ils ne sont pas identiques. Son ton change soudainement et il commence à se transformer en une forme monstrueuse, laissant tout le monde figé sous le choc. Avant que quiconque ne puisse réagir, il bondit vers Iris pour l'assassiner sans pitié. Mais John agit rapidement et le tranche en deux, le visage empreint d'une profonde tristesse. Bien qu'il ait sauvé la reine, le conseiller royal demande à Fias de l'interroger en détail, et Fias, furieux, commence à rouer John de coups. Alors qu'il le malmène comme une poupée de chiffon, Iris observe avec horreur, incapable de comprendre ce qui vient de se passer. Fias se met ensuite à lui piétiner le visage, et avant qu'Iris ne puisse dire quoi que ce soit, il ordonne aux gardes de l'ouvrir. Alors que John est emmené pour être interrogé, Iris tente de les arrêter, affirmant qu'il l'a protégée. Mais Shim et son conseiller royal l'encerclent rapidement, lui disant qu'elle est en danger et qu'elle doit être emmenée en lieu sûr, loin d'ici. Pendant ce temps, Groza est à l'intérieur du vaisseau quand il décolle soudainement, et ses hommes lui disent qu'ils doivent partir immédiatement car l'envoyé a été arrêté. Groza ne veut pas abandonner son prince bien-aimé, mais elle n'a absolument pas d'autre choix. La nuit, Teus retourne dans sa chambre, enragé d'avoir laissé ces sales créatures des ténèbres s'approcher de leur reine. Il s'en veut terriblement d'avoir cru que les deux royaumes pourraient un jour être amis. Et alors qu'il panique, Shim et Théo le rejoignent discrètement. Shima lui demande de se calmer car la reine est en sécurité. Mais Théo dit qu'il ne comprend plus rien du tout. Il se demande si l'équilibre ne peut être maintenu que par l'opposition, et si les chevaliers sont condamnés à se battre pour l'éternité. À ce moment crucial, Théo commence à cracher, disant que rien ne dure éternellement, donc il ne devrait pas se soucier de ce qui se passera dans 100 ans. Il ajoute également qu'il se bat souvent avec des garçons de son âge, mais il s'en remet en quelques jours seulement. Alors il demande pourquoi les adultes ne peuvent pas faire de même. Quand Feus lui dit qu'il est trop stupide pour comprendre, Théo lui montre le majeur et s'enfuit de la pièce. Après cela, Fias dit à Shima qu'un jour, Théo créera un monde où les combats cesseront, mais lui ne peut pas arrêter de se battre. Shima lui dit qu'ils ont tous un devoir envers le royaume et lui demande de dormir à l'heure avant de quitter la pièce. Teus regarde ensuite la salle du trône, admettant que son fardeau n'est rien comparé à ce qu'Iris doit supporter, jour après jour. Pendant ce temps, Iris prie la rune, demandant pourquoi les gardiens de l'équilibre doivent se combattre mutuellement. Elle dit même que s'ils doivent se haïr pour maintenir l'équilibre, elle ne sait pas combien de temps elle pourra tenir debout au-dessus de toute cette haine. À ce moment précis, la pièce commence à briller et elle entend une voix lui disant de prendre une décision sur ce qu'elle doit absolument protéger. Pendant ce temps, John est enfermé en prison, se remémorant les coups qu'il a reçus de Teus. Alors qu'il réfléchit à ses actions, il ne comprend pas pourquoi il a choisi de protéger la reine et se demande si c'était parce qu'ils étaient venus ici pour se lier d'amitié avec elle. Cependant, il se demande aussi si Adèle avait secrètement reçu l'ordre d'assassiner Iris, et dans ce cas, il aurait pu ruiner tout le royaume des ténèbres sans le vouloir. Il se souvient alors d'avoir dit à la reine que les gens des ténèbres sont tous pareils et n'ont pas le pouvoir de résister au roi. Alors il la supplie de ne pas penser du mal d'eux. Il admet que cela ressemblait plus à une excuse qu'à de véritables excuses, sincères. Mais, à ce moment précis, une lumière vive commence à briller à l'extérieur de sa cellule de prison. Un chat blanc apparaît soudainement et ouvre la porte, à sa grande confusion. Il suppose que le chat veut qu'il la suive. Alors quand il commence à bouger, John le suit sans hésiter.
Il constate qu'aucun garde n'est présent dans la prison, ce qui le fait se demander s'ils veulent qu'il s'échappe. Il suit ensuite le Tcha sur les toits et finalement, le Tcha le mène à l'extérieur du palais, au bord de la falaise, où ses deux armes sont plantées dans le sol. À ce moment précis, le Tcha recommence à briller et se transforme en une silhouette humaine qu'il reconnaît comme étant Iris. Juste après, Iris s'effondre et il la porte rapidement dans ses bras avec précaution. Quand elle se réveille, elle lui sourit et pose doucement sa main sur la sienne, tandis qu'il se regarde profondément dans les yeux. Après cela, ils se serrent les mains, et cela leur donne l'impression que leurs âmes ont fusionné d'une certaine manière. Pour toujours, Iris dit alors que la lumière est aussi importante pour ce monde que l'obscurité, et qu'il faut être deux pour créer un monde paisible. John prend alors une profonde inspiration et la serre dans ses bras, l'assurant qu'elle est en sécurité et qu'il souhaite la même chose qu'elle, de tout son cœur. Il promet ensuite de la soutenir jusqu'à la toute fin et de suivre le chemin en lequel elle croit. Il révèle alors qu'il est le prince des ténèbres, le prochain en ligne pour être le roi, et Iris dit qu'elle le sent déjà, au plus profond d'elle. Il jure alors de s'emparer du trône et d'apporter la paix à ce monde. Et Iris promet qu'elle attendra ce jour où ils se retrouveront. À ce moment précis, les gardes commencent à fouiner. Alors John décide de fuir, promettant à Iris qu'ensemble, ils réaliseront leur rêve le plus cher. Après son départ, Iris se dirige vers la pouponnière, où elle réfléchit à la façon dont le prince fredonnait toujours en retour, même s'il était là depuis le début. Au début, le calme dans ses yeux et la froideur de son ton révélaient immédiatement qu'il était le successeur du roi, sans aucun doute, mais à mesure qu'il s'ouvrait, Iris réalisa qu'il était bon et doux. Elle se demandait comment quelqu'un comme lui pourrait supporter le fardeau du trône, et elle pensait aussi qu'elle n'aurait jamais de conversation significative avec lui, jamais. Cependant, maintenant qu'ils ont parlé, elle sait qu'ils travailleront ensemble pour apporter la paix à ce monde. Quelques jours plus tard, le royaume est attaqué par davantage de monstres des ténèbres et Iris les combat en utilisant le pouvoir de la rune, avec détermination. Ensuite, elle retourne dans la salle du trône où Shima et Fias signalent l'apparition de davantage de monstres des ténèbres dans tout le royaume. Le conseiller royal demande à Iris ce qu'ils doivent faire, et Iris ordonne d'augmenter la surveillance à chaque garnison, sans délai. Elle dit qu'elle partira personnellement dès que l'obscurité sera détectée. Mais comme elle craint des attaques sous plusieurs angles, elle ordonne aux forces principales de rester au palais. C'est alors qu'il remarque Fius agir étrangement, et il demande soudainement à Harris de lui accorder un court congé. Il dit avoir juré de la protéger et qu'il sera toujours à ses côtés, mais elle semble épuisée par sa précédente bataille. C'est pourquoi il doit partir à la recherche d'un moyen de restaurer rapidement sa santé. Shino lui rappelle qu'il est le chef des chevaliers et qu'ils seront laissés seuls s'il part, sans leur guide, mais Fius insiste sur le fait que la santé de la reine doit être leur priorité absolue. Bien qu'Iris apprécie sa préoccupation, elle rejette sa demande et lui dit d'entraîner les chevaliers en préparation d'une invasion des ténèbres, imminente. Sur ce, ils quittent tous deux la pièce, et Fius dit une fois de plus à Shima qu'il est inquiet pour la santé d'Iris. Shima le réprimande car il ne peut pas quitter son poste dans cette situation, mais il dit qu'il reviendra très bientôt, c'est promis. Shima demande qui dirigera les chevaliers en son absence, et il lui demande d'assumer le rôle de commandante. Elle dit qu'elle ne sait même pas manier une épée et qu'il devrait abandonner ce plan. Mais Fias dit qu'il a une piste pour aider la reine. Une solution potentielle, Shima cède finalement et lui dit de ne prendre aucune mesure drastique avant de partir. La nuit, il rend visite au chef des elfes, Lord Alantia, qui connaît un moyen de guérir la reine, mais cela peut aussi s'avérer extrêmement dangereux. Alantia ajoute qu'après le combat avec Bol, le corps de la reine a subi un choc, et bien qu'elle semble bien en surface, les nerfs qui transmettent la magie sont toujours endommagés. Dans des circonstances normales, elle aurait beaucoup de temps pour guérir naturellement grâce à la bénédiction d'une âme pure, mais à présent, elle a besoin de bénédictions supplémentaires. Et vite, il indique à Fias la source intérieure où les bénédictions sont abondantes, et s'il devait recueillir les gouttelettes brillantes, la reine guérirait très rapidement. Quand il dit que le chemin est dangereux, Fias se demande si c'est vraiment si difficile si le commandant des chevaliers et le chef des elfes travaillent ensemble, main dans la main. Atlanti dit qu'ils devront essayer. Ce Fius lui demande de lui montrer le chemin. Atlantia l'interroge sur le palais et Fius ment en disant qu'il a déjà obtenu la permission de la reine. Pendant ce temps, Shima est dans la tour, aidant les mages à pratiquer un sort défensif en cas d'invasion imminente. À ce moment précis, elle s'effondre sur le sol mais se relève rapidement, admettant que ce sort puise plus de pouvoir de la rune que son corps ne peut en supporter. Elle dit aussi que même si un seul lanceur échoue, tout le sort s'effondrera, ce qui est la raison de son évanouissement. Elle dit ensuite aux mages que le conflit avec les ténèbres a commencé, et que les seuls qui peuvent combattre sont la reine, les chevaliers et les mages. Elle leur demande alors de réessayer, mais à ce moment précis, un chevalier fait irruption et lui annonce que Fius a disparu. Shima apporte immédiatement la nouvelle à Iris, lui disant que Fias a dû partir pour trouver un traitement pour elle. Iris dit qu'ils ne peuvent pas se permettre d'envoyer qui que ce soit après lui, alors ils doivent tous prier pour son retour en toute sécurité, et rapidement. Shima s'excuse au nom de Fias, mais Iris lui dit qu'elle n'a rien à se reprocher. Pendant ce temps, Fias et Alankyo atteignent la grotte qui abrite la source, et Alankyo l'avertit que seuls quelques-uns en sont revenus vivants, de l'intérieur. Il demande à Fias s'il veut faire demi-tour,
Et Phias répond absolument pas, catégoriquement. D'autre part, Jon se souvient que le vaisseau céleste l'attendait quand il a sauté de la falaise et il ne doit parler à personne de la promesse qu'il a faite à la reine. À son retour, l'accès au palais lui est refusé, ce qui le fait se demander si c'est à cause de ce qui est arrivé à Adele. Se dirigeant vers son manoir, il réfléchit à la façon dont Yrys porte un si lourd fardeau sur ses épaules, non seulement celui de son propre royaume, mais aussi celui du monde entier. En rentrant à son manoir, il jure qu'il l'aidera car personne ne mérite de supporter une telle épreuve seul, et il espère qu'elle l'attendra. Peu après, il s'entraîne avec Valys comme il le faisait auparavant. Mais Valys remarque que, contrairement à avant, Jon devient un peu fou, un peu dérangé. Il arrête soudainement l'entraînement et lui demande ce qui le préoccupe. Et Jon dit qu'il n'est pas d'accord avec la façon dont les choses se passent dans ce monde. Valys lui dit que le roi a interdit tout contact avec les gens de la lumière pour l'éternité, et Jon demande si c'est vraiment la bonne chose à faire, une décision juste. Il se demande aussi si ceux qui ont les ténèbres les plus profondes dans leur cœur deviennent rois et dirigent le royaume. Et Valys dit que l'obscurité a en effet des pouvoirs qui font obéir les gens. Jon se demande pourquoi personne n'essaie jamais de changer les lois de ce monde et pourquoi le roi adopte une approche si destructrice. Mais Valus dit qu'ils ne sont pas en position de remettre en question l'autorité du roi. Il dit à Jon qu'il pourra régner sur qui il veut quand il prendra le trône. Mais jusque-là, il doit suivre le roi. À ce moment précis, Groza arrive en courant et dit que le roi leur a ordonné d'éliminer des monstres aux frontières, car les troupes ordinaires sont trop faibles pour cela. Groza et Jon partent immédiatement pour accomplir leur mission, tandis que Valys retourne au palais et dit au roi que leurs troupes d'élite sont prêtes. Jon et Groza sont bientôt pris en embuscade par des monstres de bas niveau, mais ils les éliminent facilement, sans difficulté. Ensuite, ils voient un cuirassé monter vers le royaume de la lumière, mais avant qu'ils ne puissent le comprendre, ils sont de nouveau attaqués. Dans le chaos, Groza tombe de la falaise, alors il saute après elle et utilise son épée pour ralentir leur atterrissage, avec habileté. En bas, il tombe sur un grand monstre, alors ils travaillent ensemble pour le combattre. D'autre part, Yrys monte la garde au bord du royaume et voit plusieurs cuirassés émerger d'en bas, prêts à lancer une invasion à grande échelle sur son royaume, sans pitié. Elle signale à Shima que l'ennemi est là et Shima lui demande de les attirer. Alors que les combats commencent, les mages maintiennent la barrière pour protéger le royaume, tandis que Shima et son escouade d'élite se précipitent sur le champ de bataille avec courage. Yrys continue de combattre les monstres des ténèbres, mais elle est tiraillée entre les affronter et préserver l'obscurité pour maintenir l'équilibre de ce monde. D'autre part, Phias et Alantia entrent dans la grotte et tombent sur une impasse sans issue. Mais Alantia sort un grappin qui les mène à une caverne cachée au-dessus du mur. Alors que Phias le suit, il manque de trébucher du bord, mais Alantia lui attrape la main juste à temps. Il avertit également Phias de procéder avec prudence car la zone à venir est extrêmement dangereuse. En surface, les mages se retrouvent dans une situation difficile jusqu'à ce que Shima arrive avec des renforts et prenne la responsabilité des chevaliers et des mages. Elle dit aux mages de monter sur le mur et aux chevaliers de couvrir le terrain sans faillir. Le chaos éclate à l'intérieur du royaume alors que les troupes terrestres envahissent. Et tandis que les chevaliers font de leur mieux pour les retenir, ils luttent sans leur commandant. Pendant ce temps, Phias et Atlantia courent sans arrêt dans une grotte jusqu'à ce qu'Atlantia réalise que quelque chose ne va pas du tout. Il utilise ses lunettes spéciales pour voir que la grotte est en boucle et qu'il y a une entrée cachée à proximité. Après y être entré, Atlantia provoque une explosion, et Phias se demande comment il peut utiliser la magie sans la rune, c'est un mystère, mais Alantia dit qu'il a stocké le pouvoir de la rune sous forme liquide, ce qui impressionne Phias. Il remet ensuite quelques fioles à Phias qui les jette contre le mur, révélant une autre caverne secrète qui les mène à un mur de glace et de cristal, étincelant. Phias commence à frapper le mur avec son épée pour le briser, mais Alantia réalise que c'est une énigme et utilise sa magie élémentaire pour la résoudre. Une porte secrète s'ouvre alors et Phias admet qu'il est trop stupide pour arriver aussi loin tout seul, sans aide. Ils entrent ensuite tous deux dans la pièce où ils aperçoivent une source avec une seule gouttelette brillante suspendue au milieu. Phias est sur le point de se baigner nu dans l'eau, mais Alanchita le sauve à nouveau, démontrant que son corps serait écrasé par l'immense pouvoir de l'âme s'il y pénétrait, sans protection. Il suggère de faire demi-tour et de revenir avec des mesures de sécurité appropriées. Meteus dit qu'il est un fonceur et commence à marcher dans la source comme un vrai Tchad. Même quand son armure commence à brûler, il sait qu'il doit le faire car chaque seconde perdue ici, quelqu'un dans le royaume est blessé, c'est une certitude. Pourtant, sa priorité absolue est la reine Yrys, car tout cela ne servira à rien si elle tombe. Il atteint ensuite le centre de la source et tend la main, faisant descendre la gouttelette à sa portée, avec une grande détermination. Pendant ce temps, la ville est envahie par les forces des ténèbres et Shima donne l'ordre de battre en retraite. À ce moment précis, Yrys lance un puissant sort pour anéantir plusieurs monstres, après quoi elle ordonne aux mages de lancer le sort défensif qu'ils ont pratiqué, sans relâche. Ensemble, ils créent une barrière autour de tout le royaume qui maintient tous les monstres à l'extérieur. Mais Yrys dit que cela ne durera pas longtemps avant de s'effondrer. À ce moment précis, Teus et Alantia sortent de la grotte et voient la barrière, ce qui leur fait réaliser qu'ils sont sous attaque, en plein combat. À leur insu, Yrys a atteint les limites de ses pouvoirs et est maintenant alité. En bas, alors que Jon sauve Groza d'une chute mortelle, elle est toute émue de le voir si viril et a très envie de sa saucisse, c'est évident.
Alors qu'ils se demandent comment sortir, un monstre géant enchaîné apparaît et commence à s'approcher d'eux. Avant que Groza ne puisse utiliser sa foudre sur lui, Jon le charge et engage un combat rapproché. Après un bref échange d'épées, Groza l'aide par derrière et il parvient à abattre le monstre avec succès. Après la bataille, elle remarque qu'il a l'air triste et lui demande ce qui le préoccupe. Alors il demande s'ils retourneront un jour au royaume de la lumière. Rosa dit qu'elle ne peut pas savoir ce que le roi pense, c'est un mystère. Mais après ce qui s'est passé, elle doute qu'ils y retournent un jour. Alors que Jon commence à marcher, déçu, Rosa essaie de le réconforter en l'invitant à dîner. Andy accepte discrètement, ce qui la fait sourire, de bonne heure. Chez elle, elle lui offre un bon repas et lui demande de manger beaucoup car il a besoin de force pour devenir le roi. Jon dit qu'il n'est pas sûr de pouvoir un jour assumer ce rôle car il se souvient que Valis disait que c'est la nature des ténèbres d'envelopper tout, y compris le bien, le mal et les gens, sans distinction. Vali croit que les ténèbres ne doivent jamais être levées et qu'elles continueront à s'étendre tant qu'il y aura de l'espace, mais Jon refuse de l'accepter. Il dit que la promesse qu'il a faite à Iris est la chose la plus importante pour lui, et même Groza est contrariée quand elle l'entend en parler, c'est clair. Elle lui rappelle qu'il sera responsable de leur avenir et qu'il devrait partager sa vision avec elle afin qu'elle puisse rester à ses côtés et s'assurer que cela se réalise. Elle lui prend alors la main et lui dit qu'elle fantasme sur ses pensées depuis le jour où elle l'a vu, c'est une évidence. Mais quand Jon reste silencieux, elle réalise qu'elle ne montera jamais dans ce train de la saucisse et lâche sa main. Elle comprend qu'il préférerait de loin s'envoyer la reine Iris plutôt qu'elle. Et après qu'il le confirme, ses yeux commencent à s'embuer de larmes, tristement. Incapable de contrôler ses émotions, elle s'enfuit en se disant qu'elle restera quand même à ses côtés pendant la journée, même s'il s'amuse avec quelqu'un d'autre pendant les nuits. Pendant ce temps, Phias retourne enfin dans les appartements d'Iris avec le remède et demande à Shima de la soigner, sans tarder. Une fois qu'Iris est aspergée par la gouttelette, elle commence à se sentir mieux, mais a besoin de plus de repos pour récupérer complètement. Ensuite, Shima lui dit que la situation est grave et que le bouclier ne durera pas longtemps, alors ils ont besoin d'un plan pour protéger le royaume, coûte que coûte. Plus tard, alors qu'Iris prit la rune, elle se souvient du moment où Jon l'a serrée dans ses bras et lui a promis un monde sans combat. Il lui a dit de suivre le chemin que son cœur avait choisi pour elle, et Iris dit que son cœur a choisi d'être avec lui, pour toujours. À ce moment précis, Teus apparaît et s'excuse d'interrompre sa prière avant de lui dire qu'elle doit se reposer autant que possible avant que les combats ne reprennent. Elle le remercie de toujours se soucier d'elle, admettant qu'avoir lui et Shima à ses côtés a été une véritable bénédiction. Pius dit que c'est leur devoir de la protéger, mais qu'elle n'est pas seulement leur reine, mais aussi leur famille. Il lui demande à nouveau de se reposer, et Iris accepte de retourner dans sa chambre privée. Dans le royaume des ténèbres, Jon apprend que le roi est parti pour la bataille finale avec la reine de la lumière, sans attendre, alors que Shupuna le reconnaît comme le prince et se demande pourquoi lui et Groza ont été laissés en dehors de la guerre. Il demande également à Jon de baisser les impôts une fois qu'il aura pris le trône, et il promet d'y penser sérieusement, c'est une certitude. À ce moment précis, quelques idiots stupides se présentent, lui demandant s'ils vont gagner la guerre parce que leur mère leur a dit qu'ils ne peuvent pas sécher le linge car toute la lumière du soleil est bloquée par le royaume d'en haut. Juste à ce moment, un chevalier arrive avec des troupes et demande à Jon de l'accompagner, sans plus tarder. Quand il demande où on l'emmène, on lui répond qu'il se dirige vers le palais royal. Tandis qu'il est emmené, Groza observe la scène avec une expression d'anxiété sur son visage. Dans le royaume de la lumière, Fétus et Shimo avertissent Théo de la destruction potentielle de leur cité. Alors il commence à faire ses bagages et déclare qu'il courra simplement vers la mer dans ce cas-là. Il lui demande de se cacher et il assure que tout ira bien pour lui. Il leur demande aussi de fuir s'ils perdent, mais quand Phéos affirme qu'il ne perdra jamais, Théo lui rétorque qu'il se battra alors tout seul pour l'éternité dans cette situation. Cependant, il change rapidement d'avis en affirmant qu'ils ne perdront jamais avec la reine Iris à leur côté, et Phia le soutient, déclarant qu'il la protégera tant qu'il aura de la vie en lui, dans son corps. Pendant ce temps, Iris se trouve dans la salle du trône, s'accrochant toujours à la promesse que Jon lui avait faite. Elle souhaite que l'ombre et la lumière, bien que séparées, se soutiennent mutuellement là où elles se trouvent. Plus tard, elle sort et affronte une vaste armée de monstres, utilisant le pouvoir de la rune pour défendre sa terre et son peuple. Teus entre en scène avec ses chevaliers et Shima ordonne à ses mages d'ouvrir le feu, tandis que Théo observe de loin, à une distance sûre, priant ardemment pour leur victoire. Peu après, toute l'arène se transforme en un véritable champ de bataille et Iris remarque que le roi lui-même est venu combattre dans cette guerre. Avec son arrivée, les forces des ténèbres envahissent la ville en nombre écrasant. Alors Shima ordonne aux mages de se replier vers la deuxième porte. Phias et ses troupes terrestres sont également en difficulté. Il leur ordonne donc de reculer aussi, de se retirer. Dans le ciel, la reine et le roi se rencontrent face à face, et il lui demande s'il est vraiment judicieux de sa part de laisser son peuple seul. Iris répond que tout ce qu'elle a à faire est de l'éliminer, et la guerre sera terminée en un instant, en un clin d'œil. Le roi approuve cette déclaration. Alors Iris propose de régler cela lors d'un duel équitable. En contrebas, tandis que les chevaliers aident les citoyens innocents à se mettre à l'abri, l'un d'eux est soudainement possédé par les ténèbres et commence à attaquer son propre peuple, ses propres alliés. Heureusement, il est rapidement maîtrisé, mais la situation commence à devenir critique lorsque les forces des ténèbres possèdent également des mages.
Shima et ses mages gèrent la situation avec célérité et lancent un sort défensif autour de leur palais pour empêcher d'autres troupes ennemies de s'approcher davantage. Dehors, Fius et ses hommes se battent le dos au mur, surtout lorsqu'ils se retrouvent face à face avec Valus. Valus défie Fias en duel loyal et Fias accepte avec empressement sans se rendre compte de qui Valus est réellement, de sa véritable identité. Alors que leur duel commence, Valus enduit son épée de ténèbres, incitant Fias à se précipiter sur lui. D'un autre côté, Iris se jette sur le roi, lui rappelant que chaque fois qu'il s'était battu auparavant, il s'était enfui la queue entre les jambes, comme un lâche. Cependant, le roi réplique en lui disant que la lumière finit par s'amenuiser et mourir, tandis que les ténèbres croissent à l'infini, ce qui signifie qu'il gagnera sûrement une bataille plus longue. Il expose ensuite son plan pour éradiquer toute lumière du monde et être le seul roi à régner par les ténèbres pour toujours. Iris lui dit qu'il va à l'encontre des lois de la nature et charge une puissante attaque, l'utilisant pour égaler les ténèbres du roi. Pendant ce temps, le sort défensif commence à se briser. Et alors que l'obscurité s'abat de nouveau, elle commence à corrompre les gens de la lumière, les habitants du royaume. Shima utilise un sort pour les purifier, mais les ténèbres reviennent rapidement. Alors elle se résout à demander à la rune son pouvoir. Pendant ce temps, Valis et Fius entrechoquent leurs épées. Et quand Valis lui demande pourquoi il se bat, Fius hurle qu'il le fait pour sa reine, pour son royaume. Valis lui dit qu'il perdra bientôt car la dévotion envers une personne peut être facilement ébranlée. Mais Fius croit que la dévotion aveugle à une cause ruine le maître. Alors, au lieu de cela, il se dévoue à la personne en qui il croit, de tout son cœur. L'esprit combatif au plus haut, Feus charge de nouveau, mais Valis le submerge, lui rappelant qu'une terre prospère et de qualité les a tous rendus faibles. Il frappe ensuite Feus, disant qu'il se souviendra de lui comme d'un perdant, mais Feus dévie son attaque d'une manière ou d'une autre. Là-haut, tandis qu'Iris utilise le pouvoir de la rune pour se renforcer, le roi lui demande si elle est vraiment certaine de vouloir monopoliser la rune, car son peuple sera englouti dans les ténèbres sans elle. Iris répond que cela arrivera de toute façon si elle perd aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Elle prendra donc des mesures drastiques si elle doit préserver l'équilibre. Le roi dit qu'ils se ressemblent en ce sens qu'ils sacrifieront leur propre peuple pour atteindre leurs objectifs. Mais Iris affirme qu'ils sont tous deux semblables alors qu'elle se précipite sur lui, l'attaquant. Cependant, le roi esquive son attaque et lui emporte même une des siennes, faisant chuter Iris en chute libre. Pendant ce temps, Shima fait de son mieux pour invoquer le pouvoir de la rune. Mais quand elle n'obtient aucune réponse, elle se met à genoux et admet sa défaite, son échec. Puis elle réalise soudainement qu'ils peuvent encore se battre avec la rune, et Iris atterrit directement devant elle, la félicitant d'avoir une telle volonté. Avec leur reine à leur côté, les mages s'unissent et lancent un sort légendaire, un sort puissant et ancien, mais Iris a un flashback de tout jusqu'au moment où John est tombé dans un ravin, et elle se fige soudainement sur place, ce qui provoque la rupture du sort. C'est alors que le roi descend du ciel et leur dit d'abandonner, de renoncer à tout espoir, mais Iris dit qu'elle a encore un dernier atout dans sa manche. Entendant cela, Shima la presse de partir, promettant de retenir le roi même si cela devait lui coûter la vie. Sur ce, elle attaque le roi, mais il la retient facilement avec les ténèbres, sans effort. Pendant ce temps, Iris prie la rune, la suppliant de lui accorder plus de pouvoir. En contrebas, le chevalier noir guide John à travers un téléporteur, et il l'utilise pour atteindre un paysage où il rencontre Adel, qu'il avait soi-disant mis hors d'état de nuire plus tôt, auparavant. Adel dit qu'il le considérait comme un allié, mais John l'a poignardé dans le dos, bien qu'il en faudrait bien plus pour l'achever. John lui a ensuite demandé à quoi il pensait lorsqu'il a attaqué la reine Iris, et Adel révèle que c'était l'ordre du roi, sa volonté. Adel dit qu'il a aggravé les choses pour lui-même en arrêtant l'assassinat, mais cela joue en leur faveur car maintenant la reine est sous le choc de ce qu'elle a vu, et elle ne pourra plus se battre comme avant. Il réalise que cela faisait partie du plan du roi, et Adel ajoute que le roi est bien plus intelligent qu'il ne le laisse paraître, qu'il ne le montre. John réalise alors que le roi l'a envoyé ici pour qu'Adel puisse le purger, car il craignait que lui et Groza ne deviennent amis avec Iris et ne ruinent sa vision de domination mondiale. Adel se transforme ensuite en sa forme monstrueuse et défie John dans un combat loyal, un duel équitable. John se précipite sur lui avec son épée, mais Adel la bloque facilement et lui envoie une énorme bombe spirituelle. Après que John l'ait bloqué, tous deux se déchaînent en utilisant plusieurs capacités uniques pour s'éliminer mutuellement, pour se vaincre. À la fin, John semble avoir vaincu Adel. Mais dès qu'il baisse sa garde, Adel utilise des pouvoirs obscurs tout comme leur roi et commence à l'étrangler. Il attaque ensuite John et brise son armure qu'il avait reçue en cadeau de Valis, un présent précieux. Avant de se précipiter sur lui avec l'attaque finale, Adel non seulement blesse son épaule, mais il désarme également John juste avant de le poignarder à l'estomac avec sa propre épée. Cependant, John endure la douleur et poignarde Adel en retour avec sa deuxième épée, s'excusant d'avoir eu recours à une mesure aussi désespérée, aussi extrême. Cependant, Adel se met à rire et admet qu'il n'était là que pour gagner du temps, car toutes leurs forces sont dans le ciel et le royaume de la lumière ne tiendra pas longtemps. Il révèle également le plan du roi d'absorber la rune progénitrice et de faire régner les ténèbres sur les deux royaumes, ce qui détruira également l'équilibre de ce monde, de toute existence. Quand cela arrivera, le monde entier s'effondrera et pas une seule âme ne survivra aux conséquences. John panique car jusqu'à présent, il pensait que le roi voulait simplement régner par les ténèbres et apporter la paix, mais les choses ont maintenant changé.
ont pris une autre tournure. Jon commence à crier que le roi n'a pas le droit de faire cela, mais Adel rend finalement son dernier souffle et disparaît, le laissant enragé. Jon ramasse ensuite ses armes et retourne à la ville, où des centaines d'hommes du roi et de monstres sont prêts à le mettre hors d'état de nuire, à l'éliminer. Alors qu'ils déchirent leur rang, Rosa le rejoint et utilise sa foudre pour l'aider davantage à s'échapper. Elle lui dit de la laisser derrière elle et Jean écoute son conseil et commence à chercher un moyen de monter, de s'élever. C'est alors que son corps commence à briller et il se dote soudainement d'elle. Avec son nouveau pouvoir, il fonce à travers les ténèbres jusqu'au royaume de la lumière où le roi s'amuse avec Shima pour s'être mise en travers de son chemin. Il la force à affronter ses désirs les plus sombres grâce à une sorte de jutsu de type Otachi Ukiba, une technique obscure, mais elle brise facilement le sort grâce à sa loyauté envers Iris. Pendant ce temps, Iris prie, admettant qu'elle n'est pas assez forte pour protéger l'équilibre. Elle fond en larmes lorsqu'elle réalise qu'elle pourrait ne pas être capable de tenir sa promesse de construire un monde paisible avec Jon, ignorant qu'il fonce à travers les nuages pour la rejoindre, pour la sauver. Alors qu'il déchire les monstres, la rune commence à lui parler, lui disant qu'elle l'aidera à maintenir l'équilibre. Il comprend l'urgence de la situation et va encore plus vite. Mais avant qu'il ne puisse l'atteindre, Iris demande à la rune d'utiliser tout son pouvoir pour éliminer le roi des ténèbres et maintenir l'équilibre, pour le bien de tous. C'est alors que le monde entier commence à trembler et Valus se retire rapidement car il sait que quelque chose d'énorme est sur le point d'arriver. Lui et Shima remarquent que la rune brille bien plus fort qu'elle ne l'a jamais fait auparavant, ce qui signifie que l'ère du blanc est sur le point de se terminer, de prendre fin. Suite à cela, tout le royaume commence à s'effondrer et en quelques secondes, tout se transforme en cendres et en poussière. Et au milieu de ce chaos, Iris aperçoit Jon volant vers elle et elle réalise enfin qu'elle a commis une grave erreur, une erreur irréparable. Elle sait maintenant que tout ce qu'elle avait à faire était d'attendre un peu plus longtemps et le prince viendrait la sauver. Mais maintenant, il est bien trop tard. Alors qu'elle tombe dans les profondeurs, une de ses larmes atterrit sur la joue de Jon et il descend avec elle pour la rattraper, pour la retenir. En contrebas, Rosa remarque des débris tombés et réalise que la reine a tout sacrifié pour maintenir l'équilibre de ce monde. Alors qu'elle se transforme en esprit, le roi des ténèbres observe cela et affirme qu'il fera revivre le continent avec le pouvoir de la rune pour son propre règne. Mais à ce moment précis, Jon apparaît et le frappe en plein cœur. Sur ce, le roi s'effondre et Jon dit adieu à Iris qui a sacrifié sa propre vie pour sauver le monde entier. Jon deviendra T-il le prochain roi, et sera T-il capable de créer un monde où la lumière et les ténèbres deviendront amis, coexisteront en paix? Faites-le nous savoir dans les commentaires, laissez un j'aime si vous avez apprécié, et abonnez-vous à la chaîne pour plus de résumés, pour ne rien manquer.